artisanale et le terroir n'ont jamais eu autant de succès. Celle du Marais Poitevin s'appelle La Cibule et elle rend hommage aux abbayes du Sud-Vendée. Ça tombe bien puisque toute cette semaine, nous sommes au cœur de l'abbaye de Maizet dans son marché de Noël. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous allez bien? Mais ça va. Dans le décor, ça va. oui, ouais, c'est ça. Alors dans votre chronique tout à l'heure, vous allez nous parler de citoyenneté au lycée, au collège. Exactement, ouais. On va essayer de faire un petit zoom sur la formation des délégués élèves et sur la médiation par les pairs. Allez, tenez bon, on va avoir chaud. Oui, ça va aller. Ouais, Delphine, bonjour. Bonjour. Alors on terminera l'émission avec votre chronique, une chronique qui a une couleur locale puisque nous allons parler de Gaston Chessac. Gaston Chessac et par le prisme de sa fille Annie, qui habite pas très loin de Maizet. Donc c'est l'occasion de lui faire un petit coucou. Donc on parlera de l'expo de Gaston Chessac qui a lieu jusqu'au 14 janvier à l'abbaye Sainte-Croix au Sables d'Olonne. Très bien, et à côté de vous, quelqu'un qui est voisin d'Annie Chessac, qui habite Maillet, Maxime Bonin, bonjour. Bonjour. Alors on vous a invité parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous fabriquez de la bière. Exceptionnel, je ne sais pas, mais oui, en effet, je fabrique de la bière. Alors cette bière s'appelle La Cibule. La Cibule, donc c'est à Maillet. C'est à Maillet. Depuis... Alors, je suis né en septembre 2014, donc à ce moment-là, c'était une activité en seconde, enfin c'était une seconde activité. Et j'ai transformé cette seconde activité en quittant mon emploi précédent, du coup, en février 2016. Et vous étiez dans un domaine rien à voir avec la brasserie? Totalement différent, j'étais dans l'industrie, voilà. Très bien. Donc la brasserie, donc elle a ouverte en 2016, exactement, c'est ça. Février 2016, à Maillet, oui. Rue de la... Alors aujourd'hui, je suis rue de la Poste, mais c'est vrai qu'en 2014, quand j'ai créé du coup la Cibule, mon domicile se trouvait rue de Cibule. Et le nom a paru, on va dire, comme une évidence. Ouais, vous aimiez bien ce son. Au final, le terme cibule avec la bière, ça collait plutôt. Alors, il y a les bulles, il y a tout ça, mais du coup, ça collait plutôt. Et au final, on s'est approprié, on va dire, ce nom pour notre produit. D'accord. Et il y a une petite histoire derrière qui est pas très identifiée, mais en fait, les gens, ils appellent la cibule. C'est quoi l'origine? Alors, l'origine, il semblerait que la cibule vient du terme fibule. Fibule, c'était l'aiguille ou la pince qui tenait la cape des Romains. Oui, et au bout de cette rue-là, il y a eu des batailles gallo-romaines, il y a longtemps forcément, oui. Et il a été retrouvé énormément de fibules. Et il se trouve que dans l'ancien français, le fi ressemble aussi. Et à mon avis, ça c'est une supposition, il y a eu une confusion à ce moment-là. Très bien. Alors la bière, le Marais Poitevin, ça fait pas très couleur locale. Enfin, c'était pas un problème ça de faire de la bière? Alors il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, surtout 2017, il y a une brasserie qui naît en France par jour. Donc ça va de la toute petite brasserie à la grosse brasserie. Donc ça c'est le côté, on va dire, local, produits locaux. Donc du coup on est sur le boom, on va dire, des produits locaux, des métiers de bouche notamment. Donc voilà. Et vous, votre lien avec la bière, c'était un coup de cœur, c'est ça alors la bière c'est né en 2000 quand je suis parti à Maubeuge travailler, Maubeuge dans le nord de la France, et j'ai découvert qu'il y avait des bières différentes que ce que nous on avait l'habitude de consommer dans la région. Bon, c'était des bières de grande industrie. Et du coup, j'ai bu, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais voilà. J'ai bu une bière. J'ai bu une magnifique bière trappiste. Voilà, on va pas non plus la citer. Une bière trappiste, ça a été une révélation. Et après, du coup, chaque fois que j'allais dans un endroit, j'essayais de découvrir les bières. Et le boom de bière commençait à ce moment-là, quoi, du coup. Et jusqu'à un moment, je me suis dit, mince, je bois de la bière. Donc là, c'est mon instinct curieux. Je me suis dit, mince, comment on fabrique de la bière? Donc un soir, j'ai passé des heures sur Internet en regardant et j'ai vu qu'on pouvait acheter des kits, etc. Donc j'ai fait comme tout bon français fait aujourd'hui quand il découvre la bière. J'ai acheté mon premier kit, j'ai fabriqué ma première bière. Alors quand on dit un kit, c'est quoi exactement? Alors là, dans le kit, il y avait des seaux en plastique, il y avait une espèce de boîte de conserve avec un produit qu'il fallait faire bouillir. Voilà, on était un peu dans ce truc-là, ça fait pas rêver. Et j'ai fait ma première bière comme ça. Et mon épouse a été un peu navrée que j'avais privatisé la cuisine. Du coup, on était vraiment dans cette optique-là. Et voilà, et j'ai trouvé ça alors qu'est-ce qui fait que bon, pas très bon le premier essai? Non, c'était pas convaincant. Mais du coup, j'avais vraiment cette envie de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à monter ma petite installation. J'ai acheté du vrai grain, j'ai concassé mon grain, j'ai acheté mon houblon, et puis j'ai fait mes mixtures, quoi, du coup. Et qu'est-ce qui fait qu'on décide d'en faire une activité principale et prendre le risque à Maillet de créer une bière? Déjà, j'ai minimisé le risque. C'est vrai que j'avais plutôt une place où c'était sécurisant de travailler là où j'étais avant.
Et du coup, c'est pour ça que je suis parti en activité secondaire, du coup. Donc, je me suis mis auto-entrepreneur. Et du coup, c'est de fil en aiguille, quoi. Ça a pris. Je faisais 150 litres de bière par mois. Donc, c'est vraiment une toute petite production. Mais en 15 jours, j'avais plus de bière. Et après, ça a aussi coïncidé parce que dans mon boulot, je ne prenne plus mon pied, on va dire ça comme ça. Il fallait sauter le pas. Et du coup, je me suis dit, s'il faut y aller, c'est le moment. Et donc, du coup, c'est pour ça que le projet m'a pris 1 an et demi quand même, avant d'arriver en 2016. Donc vraiment à savoir comment je voulais mener mon projet, quel type d'investissement j'allais faire, parce qu'il y a des investissements derrière. Et donc, les locaux sont ceux de la mairie ? C'est ça. Alors du coup, j'ai été voir la communauté de communes, je me suis renseigné des opportunités qu'ils avaient, j'ai été voir forcément le maire de ma commune, donc Maillet. Et du coup, il m'a dit, écoute, on a ce local-là qui pourrait être disponible, si tu as la surface qui te convient, on peut te le mettre à disposition. Donc assez rapidement, en fait, le maire, il a vu un atout pour la commune. Créer une activité économique. On crée une activité économique, on crée aussi une attractivité. Je me trouve à côté de la boulangerie, donc on a vraiment un pôle alimentaire, entre guillemets, ou de métier de bouche, et du coup, ça crée vraiment une attractivité. Il y a aussi une deuxième chose, c'est plutôt le côté touristique. Maillet se trouve forcément dans le Marais Poitevin. On est un axe de passage pour le tourisme en sens large. Et du coup, il y a aussi cette attractivité-là touristique. Et je pense que le maire a vu aussi ces facteurs-là et il s'est dit pourquoi pas. Surtout que, au final, le maire ne prend pas forcément trop de risques s'il y a un investissement, mais le local a été conçu de telle manière que demain, si la brasserie est amenée ailleurs, il peut se transformer sous une autre forme. On a travaillé dans ce sens-là. Très bien. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu plus à quoi ressemble votre bière, mais on va faire une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir, puisqu'on va au collège et au lycée, donc on ne consomme pas d'alcool, évidemment, avec la chronique d'Émilie. Alors, la citoyenneté en milieu scolaire, pourquoi vous avez choisi ce sujet d'ailleurs, Émilie ? Alors, parce que on entend beaucoup parler, là, le climat scolaire, le bien-être des élèves, mais aussi des enseignants d'ailleurs, et du personnel dans ces structures-là, on entend beaucoup parler. C'est aussi un gage de bon apprentissage, etc. Et donc, c'était pour ça que je voulais vous parler de ça, et aussi parce que nous, à la fédération, on est assez attentifs des œuvres laïques de Vendée, voilà, dont je suis salariée. On est assez attentifs à toutes ces questions-là, et on essaie de proposer des outils et des formations pour les enseignants et pour les élèves, pour qu'ils prennent en main cette citoyenneté et puissent être partie prenante de tout ça. Donc, entre autres, par exemple, la formation des délégués élèves. Un délégué de classe, on sait tout ce que c'est, on se présente, on se fait élire, mais après, qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué pour un élève de se dire quelle est ma place, quel est mon rôle, comment ça fonctionne, mon collège aussi. Enfin, ça, c'est des choses qui sont un peu complexes. Qu'est-ce que je peux faire en conseil de classe ? Qu'est-ce que je peux dire ? Comment je défends mes petits copains ou pas ? Enfin, voilà. Donc, nous, on y va pour essayer de former les élèves à tout ça et de les rendre un peu plus compétents et à l'aise dans ce rôle-là auprès des adultes aussi, quoi. Et puis un deuxième sujet aussi qui nous tient à cœur et qu'on expérimente un petit peu là, c'est la médiation par les pairs. Il y a par exemple là, le collège de Saint-Jean-de-Mont qui s'est lancé. Donc c'est-à-dire en fait la médiation par les pairs, ce sont des élèves qui sont volontaires et qui vont en fait jouer le rôle de médiateur quand il y a un conflit. S'il y a une bagarre sur la cour, si ils entendent parler du fait qu'il y a Donc ils sont identifiés par tous comme étant le médiateur. C'est ça. Et les élèves peuvent saisir les médiateurs. S'il y a une rumeur, par exemple, des choses comme ça, la médiation se fait toujours à froid. Les adultes n'interviennent pas. Et ce sont vraiment les élèves médiateurs qui vont essayer de chercher une solution avec les deux, trois autres personnes. Il y a plusieurs médiateurs par établissement ou... Oui. Le but, c'est qu'il y ait plusieurs médiateurs du même niveau, vous voyez, pour résoudre les problèmes aussi en 5e, 4e, enfin voilà. Et le but, tout se base sur la communication aussi non violente, voilà. Oui. On va les former à toutes ces choses-là, parce que c'est pas hyper simple pour eux. Et puis, ils vont résoudre les problèmes comme ça, vraiment sans les adultes. Alors, sauf bien sûr dans les cas où ce sont des cas de harcèlement qui peuvent être identifiés. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça remonte plus haut, parce que là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais c'est une manière, en tout cas, pour les élèves de s'approprier les choses. Et ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit, c'est que ça a tendance à faire baisser les bagarres, les incivilités, les tensions, voilà, et où à les résoudre plus facilement, parce que du coup c'est différent. Et puis quand un problème est résolu, tout le monde signe une petite charte pour dire que voilà, c'est réglé, ça se passera comme ça maintenant, et on passe à etc. autre chose. Voilà.
Donc là, ça se met en place à Saint-Jean-de-Mont et on espère que ça va se développer parce qu'on est sur des choses qui peuvent très bien marcher et qui permettent aux enfants de s'investir dans leur structure, en tout cas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, de rien. Émilie. Et on retourne donc avec Maxime Bonin. Donc vous êtes le patron et le créateur de la Cibule, cette bière du Marais Poitevin. Alors, la Cibule, il y a plusieurs cibules, il y a plusieurs bières. Vous avez développé ? Il y a plusieurs bières. En fait, aujourd'hui, j'ai 2 gammes, on va dire. J'ai d'un côté la Cibule, où on est sur des produits, on va dire, un peu plus modernes, un peu plus atypiques, avec un peu plus d'amertume, un peu plus de fruité. Voilà, on est vraiment sur ce travail-là. Donc ça, c'est les tendances récentes Oui, c'est ça. On va retrouver des Pale Ale, donc c'est des bières qui sont fermentation haute, mais plutôt claires. On va retrouver des IPA, donc India Pale Ale. Donc c'est des bières qui sont fortement houblonnées. Donc là, on va retrouver vraiment de l'amertume. Ça va être très franc, ça va être très goûtu. Ouais. C'est des bières qui sont fortes Pas forcément, justement, c'est ça aussi qui est très intéressant. On peut avoir énormément de goût, mais avec des degrés plutôt modérés. Voilà, moi, mes bières commencent à 4-5 degrés et ça peut aller jusqu'à 8-9 degrés. Voilà, là, on est un peu dans... Mais après, l'alcool n'a pas forcément à voir avec... On peut faire des bières très brunes, mais très très légères, et inversement, des bières très claires et très fortes. Et on va retrouver la deuxième gamme, donc, qui est la gamme des abbayes, donc là, le sujet d'actualité, où là, on va retrouver l'abbaye de Nieul-sur-Lotis, qui est plutôt une blonde, plutôt typé belge, qui est modérément alcoolisé, 4 degrés. Et on va retrouver l'abbaye de Maizet, qui, alors là, c'est la première née, et du coup, c'est une bière qui est typiquement d'abbaye, quoi. Du coup, on est sur une bière à 8,5. On a de la puissance, du fruité. Ah oui. Voilà, et du coup, je me suis dit, étant amaillé, comme c'était la première, je me suis dit, tiens, je trouve ça plutôt sympa d'appeler ça abbaye de Maizet pour une triple que Cibule triple. En fait, pour moi, il n'y avait pas forcément trop de. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'abbaye de Maizet, ça peut être sympa. Rappeler un peu, même si on n'a pas un passé brassicole sur le territoire. Faire le lien. Voilà, mais du coup, c'était plutôt un clin d'œil que voilà. Très bien. Mais en fait, les bières, on en consomme sur tous les continents. C'est quelque chose d'assez universel. Hein. Partout dans le monde, même en Asie, on va retrouver certains types de bières. Les États-Unis ou l'Amérique du Nord, en fait, c'est un peu nos moteurs. Ils ont un peu 10 ans d'avance sur nous. Nous, les bières houblonnées, comme je disais tout à l'heure, les IPA, c'était aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Bon, voilà, c'est un peu, ils sont moteurs, on va dire. Une microbrasserie aux États-Unis fait des millions d'hectos. Que nous, une microbrasserie va faire 300-400 hectos. Voilà, on n'est pas sur les mêmes rapports d'échelle. Alors, avant de vous demander comment évolue un petit peu la clientèle, le buveur de bière, je demandais à mes collègues si elles consomment. Parce que c'est vrai, on avait une image un peu du footeux ou du monsieur devant sa télé qui consommait de la bière. Oui, vous appréciez, vous, les nouveaux Alors, désolé, mais non, mais moi, c'est parce que je ne bois pas d'alcool du tout, mais ça alors, elle passe le micro et oui, voilà. Il va falloir essayer la bière sans alcool, alors, dans ces cas-là, parce qu'il y a aussi tout un travail qui est fait aujourd'hui sur des bières faiblement ou modérément alcoolisées, mais avec des goûts formidables. Oui, parce que jusqu'alors, c'était quand même pas terrible. Non, c'était fadasse. Oui, on est d'accord. Alors, Delphine, amatrice de bière Oui, malheureusement, oui. Enfin, heureusement pour les brasseurs. Non, ma soeur, mon amie dans le biberon. Voilà. Ah, donc forcément. Ça laisse des traces. Et puis la Cibule, j'ai eu l'occasion de la goûter aussi dans un restaurant à Veluire. Et ça se marie très bien. Il me semble que c'était avec, je sais plus si c'était avec du poisson ou de la viande. J'ai retenu que la bière qui était très très bonne. Plaisir restaurateur. Mais du coup, oui, on est vraiment dans cette dynamique-là aussi aujourd'hui. Comme le vin l'a pu l'être il y a une vingtaine d'années en faisant des accords mets et vin. Aujourd'hui, la dynamique, c'est des accords mets et bière. Je sais que j'en ai fait un il y a un mois avec une zytologue. Donc le zytologue, c'est l'onologue pour la bière. Zytos en grec, c'est la céréale. Et du coup, c'est formidable. J'ai trouvé un assortiment improbable, c'est manger des huîtres avec une bière brune. D'accord. Et rien que ça, moi, voilà, on a ça de boire le petit blanc, l'un le petit côté un peu, le vin blanc, le côté acide, mais en fait non, la brune se marie formidablement bien avec les huîtres, quoi. Donc ça, c'est voilà, il y a des choses comme ça. Mais la clientèle de la bière, c'est quand même beaucoup élargi. Oui, complètement. Complètement. Mais alors après, ça correspond aussi que pendant des décennies, on nous a proposé que des bières de grands industriels avec un goût qui est très lissé. Donc forcément, les gens ont perdu l'intérêt des bières. Je sais quand on discute avec des cinquantenaires, des soixantenaires qui ont eux été habitués à ce type de bière, ils disent ouais non mais la bière c'est pas. Ouais. Et du coup nous on arrive aussi avec des goûts qui changent. À refaire découvrir. Voilà, et du coup avec des saveurs un peu étonnantes, avec mettons du houblon américain qui va être très fruité, très exubérant. Du coup les gens sont assez surpris, séduits.
ou au contraire pas forcément, parce qu'on n'est pas obligé d'adhérer. Mais du coup, il y a aussi ce vent de nouveautés là qui arrive. Je parlais des bières sans alcool, c'est aussi des travails. On appelait ça dans le temps la bière de table dans le Nord, donc c'est des bières faiblement alcoolisées, 2 degrés. Et du coup, ça revient au goût du jour avec des houblons vraiment qui donnent vraiment le côté riche et aromatique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la bière? La matière première, c'est quoi? Il y a 4 ingrédients indispensables pour fabriquer de la bière. On va partir la plus grande quantité, donc c'est l'eau, 90% d'eau. Voilà, au moins c'est rassurant, on s'hydrate. L'eau, après il y a la céréale, donc ça va être essentiellement du malt d'orge, mais on va pouvoir utiliser du blé, on va pouvoir utiliser des épeautres, on peut utiliser du seigle, on peut utiliser tout ce qui peut être fermenticible derrière. Ensuite il va y avoir le houblon, qui va donner ce petit côté amer que les gens en général quand on n'aime pas la bière, c'est l'amertume présente, on dit non, c'est un peu voilà, donc le houblon qui est antiseptique, vous avez dit. Voilà, c'est ça, il joue le rôle de conservateur naturel. Donc c'est pour ça qu'on met du houblon, c'est pour ça que dans une IPA, une IPA je disais tout à l'heure, il y a 3-4 fois plus de houblon parce que cette bière prenait le bateau pour rejoindre l'Inde, les colons anglais, et du coup elle arrivait 3 mois après, elle était encore elle a développé de nouveau. Voilà. Et enfin l'ingrédient qui est en faible quantité mais qui est indispensable, c'est la levure, donc pour transformer le sucre qu'on a extrait du malt en alcool. Voilà. Alors c'est encore un peu compliqué, je crois que même vous avez mis de côté cette idée de développer, de produire vos matières premières localement. Ça c'est encore quelque chose qui... Alors là, il y a un an, j'avais pour projet de créer une houblonnière, on s'était rencontrés, et du coup c'est un peu plus compliqué que ça, parce que nous on a une problématique sur le Marais, c'est qu'on a du houblon sauvage, et le houblon sauvage, qui dit sauvage, on ne peut pas le contrôler, et on a un problème ensuite, c'est de la pollinisation d'une espèce par une autre espèce, et du coup on ne peut pas garantir une espèce contrôlée. Donc du coup on a quand même, moi j'ai quand même cet intérêt là de travailler un peu localement, et on a ramassé du sauvage là cet été, et là on est en train de faire des essais pour voir ce que ça peut donner le sauvage, parce qu'on se dit pourquoi pas créer une bière un peu atypique, parce que le sauvage va apporter vraiment quelque chose de très certainement différent, et créer quelque chose d'atypique. Voilà. Alors pour le moment, la matière première, elle vient d'un peu des 4 coins du monde. Alors, en fait. L'eau vient de Bordeaux, forcément. Bon, ça, voilà. Mais l'orge vient d'Issoudun, donc une malterie à Issoudun. Le houblon vient des 4 coins du monde, donc je travaille notamment avec une coopérative en Alsace, parce que c'est une des 2 seules en France, donc je travaille avec une coopérative en Alsace. Et puis j'utilise aussi du houblon américain, du houblon anglais, du tchèque et un peu d'australien. Alors pourquoi plusieurs sources Alors le houblon, ça fait un peu comme le cépage d'un vin. Vous mettez un pied de merlot ici à pousser dans le Marais, dans la vallée du Rhône ou dans le Bordelais, vous allez, avec la même vinification, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Le houblon, ça fait exactement pareil. Voilà, on a un houblon qui s'appelle le Cascade, qui est plébiscité des brasseurs. Vous le prenez aux États-Unis, il va être très exubérant, très fruité. Vous le faites pousser en France, il est un peu plus tiré sur l'herbal, quoi. On a moins le côté un peu franc et exubérant du fruité. Donc c'est tout à fait intéressant. Et alors après, moi, ce que je m'amuse à faire, c'est faire justement des mariages, je ne veux pas dire improbables, mais voilà, avec un houblon tchèque qui va être plus fin, plus épicé, plus herbacé, avec un houblon qui va donner vraiment du côté de la gueule. Donc vraiment, à l'image d'un œnologue, en fait, il faut tester des... Oui, voilà, c'est exactement ça. Et après, on fait des assemblages. Après, on se dit, tiens, on va mettre un peu moins parce que l'un va prendre le dessus par rapport à l'autre. Donc du coup, voilà quoi. Alors, est-ce qu'on peut visiter votre entreprise? Bien sûr. Alors déjà, moi j'ai une boutique à Maillé, et de la boutique, on voit le matériel, on voit l'installation. Donc moi j'ai une installation qui me permet de brasser par 1000 litres, 10 hectos. Donc c'est rigolo parce qu'il y a de l'inox un peu partout dans la pièce, c'est rigolo. Et après, je fais des visites de groupées. Voilà, donc 8 personnes, il suffit de m'appeler, caler un rendez-vous. Et, donc on va inscrire vos coordonnées, puis vous avez un site internet où on peut découvrir... Lacibule.fr. Puis une page Facebook qui est assez attractive où on suit l'actualité. En fait, mon site internet, c'est plus une vitrine, et puis la page Facebook où pour suivre l'actualité ou savoir où vous trouvez. Voilà, et on ne l'a pas encore dit, votre bière est vendue en grande surface, dans les caves. Alors justement, c'est pour ça que j'ai créé 2 gammes. Donc la Cibule, la originale notamment, et ses petites sœurs, on va les retrouver dans les caves, les petites boutiques, un peu de restauration. Et les 2 abbayes, elles, on pourra les retrouver dans la grande distribution notamment, et aussi les caves qui la veulent, etc. Très bien, merci beaucoup. On l'avoue, on va en boire. Hein, voilà. Avec modération. Avec modération. Et après la chronique de Delphine sur l'exposition Gaston Chessac. Alors, Gaston Chessac, donc il a une histoire vendéenne. Oui, on le connaît, il a habité à Boulogne, il a habité à Sainte-Florence et il a habité à Vix sur la fin de sa vie. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que sa fille habite toujours, donc comme je vous le disais, à Maillé.
Et donc c'est grâce à elle que le musée des Sainte-Croix des Sables d'Olonne là peut faire une exposition vraiment avec des œuvres inédites, des œuvres à un parcours vraiment atypique et à part, parce qu'elle a prêté ses œuvres personnelles. Elle a fait un prêt de 10 ans. Voilà. Et donc là, jusqu'au 14 janvier, c'est elle, avec la commissaire de l'exposition, qui a vraiment travaillé sur une expo, donc je vous le disais, inédite, parce que on pourrait dire que c'est le dictionnaire amoureux de Chessac. Voilà. Évidemment, c'est à travers son regard, à travers le regard de sa fille, qui avait 22 ans quand Gaston est mort, donc elle a vraiment des souvenirs qui sont très prégnants de l'œuvre de son papa. Donc c'est une expo très riche. Il y a les premières œuvres, vraiment les toutes premières, et on voit que tout était déjà là. Vraiment toutes les couleurs, toute la façon dont il faisait. Il y a même un petit film où on le voit travailler dans son atelier à Sainte-Florence et qui est vraiment très très bien fait, où on voit qu'il commence un peu à y aller par lignes, avec ses lignes noires, un peu au hasard. Voilà. Il laisse un peu les choses se faire et puis tout à coup la couleur arrive, il met des visages, des oiseaux. Et vraiment, c'est vraiment une exposition. Il y a à peu près. C'est différent parce que chez Sac, on a plusieurs fois l'occasion de voir ses œuvres ou d'aller à Sainte-Florence justement. Oui. Mais là vraiment, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de particulier parce qu'il y a les premières œuvres, parce que le parcours aussi est chronologique. Donc voilà, vraiment des toutes premières œuvres. Il a commencé très très jeune, en sanatorium, quand il a rencontré la maman de Annie, et il a commencé à créer là, souvent. Ça part de ça. Et jusqu'aux toutes dernières œuvres, jusqu'à sa mort et jusqu'aux dernières œuvres à Vix, il y a des films, il y a toute sa correspondance évidemment avec Dubuffet. Voilà, il a une correspondance très très riche. Il a une image parfois de fou du village. Oui, c'est ça. Et vraiment là, on comprend que non. Au contraire, c'était un visionnaire. Au contraire, c'était vraiment quelqu'un Annie dit il n'y a plus que les artistes pour être dans ces îlots de résistance. Et voilà, je trouve que c'est une jolie phrase pour définir les œuvres des artistes et notamment de Gaston Chessac. 14 janvier à l'abbaye Sainte-Croix, c'est gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois. Et puis sinon, c'est 4 ou 5 euros il me semble. Et vraiment, c'est inédit et vous allez découvrir Chessac comme vous l'avez jamais vu. Et puis c'est des choses qui parlent aux enfants aussi chez Chessac. Oui, exactement. Et donc l'interview d'Annie Chessac dans le numéro de décembre du magazine Racine est sur le site internet. C'est ça, merci. Très bien. Merci Delphine, merci Émilie. Alors la cibule, longue vie à la cibule avec ses bulles. Merci. Est-ce qu'il y a l'idée de, alors bon, pas une troisième habitude demandée parce qu'il n'y en a pas, mais de développer un peu des nouvelles choses? Alors du coup oui, 2018, je réfléchis à créer une troisième dans la lignée des deux abbayes. Alors je ne sais pas encore de trop dans quoi je veux m'orienter. Ouais. Et j'ai envie de tenter un challenge qui est plutôt faire une bière à la framboise, mais plutôt pas comme on peut connaître, typé on citera pas les noms, etc. Où c'est même pas très bon. Mais justement, c'est le travail du fruit et plutôt mis en valeur avec pourquoi pas une bière type de blé, donc une bière blanche. Voilà, je sais pas trop encore. J'ai pas encore fait, ma recette n'est pas encore tout à fait figée. Si vous avez besoin de testeurs, vous savez où nous trouver. Je saurais venir vous chercher. Merci beaucoup Maxime Bonin pour la cibule donc, qui est à Maillé et donc vous exposez au marché de Noël de Maizet. Très bien, merci Delphine, merci Émilie et on se retrouve la semaine prochaine aussi en direct en direct presque du marché de Noël de Maizet. Je vais y arriver.